Merci de nous retrouver une nouvelle fois ce matin, chers téléspectateurs. Vos réactions sont attendues ce matin dans le cadre de cette édition de la Ligne Rouge, relative donc à ces sujets d'actualité majeure posés sur la table de nos échanges et du débat. Je l'ai annoncé, donc la sortie récente de Washington, le département d'État américain qui a donc écouté une nouvelle fois Tibor Nagui. Il appelle notamment à la tenue d'un vrai dialogue national au Cameroun et puis à un transfert de pouvoir vers les deux régions dites anglophones, au Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest. Vous l'avez donc écouté au sommaire. Du côté de Washington, on accentue la pression sur le Cameroun en ce qui est de cette crise sociopolitique du nord-ouest et du sud-ouest. On en parle ce matin. Et puis à Yaoundé, d'ici demain, vendredi, l'arrivée des chefs d'État, certainement à prendre part à cette autre rencontre de la CEMAC. Il sera donc question d'aborder des thématiques et des sujets relatifs à l'économie, à l'échange socio-économique de l'Afrique centrale. On en parle avec nos invités, surtout ce matin. Sur ce plateau, ils sont déjà à ma compagnie. Je vais tout de suite démarrer à ma droite avec vous, Rodolphe Armand Diallo, analyste politique et journaliste également. Merci de nous retrouver ce matin. Bonjour. Bonjour Victoire, je salue également tous les téléspectateurs d'Afrique Média, même si je n'ai pas mon terme vocal habituel. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin pour partager ensemble ce moment informationnel. Je salue aussi chaleureusement le docteur qui nous accompagne ce matin. Évidemment, puisque vous le mentionnez déjà, le docteur Eddy Mouet est également à notre compagnie ce matin et puisqu'on va aborder un volet suffisamment économique en ce qui concerne les attentes de ce sommet extraordinaire de la CEMAC qui se tiendra à Yaoundé vendredi, dès demain. Docteur, bonjour, merci de nous retrouver. Oui, bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Je salue mon co-panéliste. La thématique est extrêmement intéressante, surtout au lendemain de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Les défis sont énormes avec un commerce intérieur ou intra-régional qui reste suffisamment bas, de l'ordre de 3%. Je crois que nous sommes presque à la queue, sinon totalement à la queue. Pas au plan africain, mais au plan mondial. Donc il y a des défis à relever. Notamment en accroissant la connectivité au niveau régional, en renforçant les infrastructures régionales, entre autres, pour générer suffisamment d'économies d'agglomération. Donc je crois que nous sommes au bon moment, au bon endroit. Je crois que la CEMAC a dormi quelque temps. Aujourd'hui, il y a une bousculade qui est venue du côté vraiment africain, avec un commerce intra-africain qui va déjà toucher dans les 15%. Vous voyez qu'il y a une marge de progression énorme. Nous devons rattraper 12%. Ça veut dire qu'il y a de réelles possibilités également de booster la croissance au niveau des pays de la CEMAC. Voilà. Merci. Et exactement au moment où il y a également des questions financières, notamment avec le franc CFA, du côté de l'Afrique de l'Ouest, on parle de l'écho d'ici janvier prochain. On reviendra sur ces sujets ce matin. Merci encore, docteur, d'être là ce matin. Eh bien, avant de décrypter davantage les sujets posés sur la table de nos échanges et du débat, nous allons tout d'abord faire un tour du côté de la rédaction centrale de votre télévision panafricaine, prendre le pôle dans l'information matinale avec cette série de flash informations. Merci donc à la réalisation et surtout à la rédaction centrale de la télévision panafricaine pour ce round-up de l'actualité matinale. On va tout de suite démarrer avec notre premier sujet. Ce matin, on parle toujours du Cameroun, de cette sortie de Washington qui demande donc le transfert de pouvoir vers les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est avec vous, Rodolphe Armand Diallo, à la suite du retrait ou l'annonce de la volonté de Donald Trump, le président américain, a retiré le Cameroun des accords de la GOA. Washington, à nouveau, au travers du responsable chargé de l'Afrique au département d'État américain, Tibor Nagui, qui avait déjà, on le sait, effectué un déplacement du côté du Cameroun. Ce n'est pas la première fois que les diplomates américains fassent un rapport qui ne soit pas suffisamment positif sur la gestion de cette crise sociopolitique en ce qui concerne les autorités camerounaises. Et à l'heure actuelle, il déclare qu'en réalité,
les conseillers du président Paul Biya lui feraient miroiter une espèce de fausse victoire militaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quel est votre avis là-dessus? D'abord, je ne sais pas si Thibault Nagui lui-même, il a les renseignements dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce qu'il dit, quand il dit que... Des renseignements que peut-être les autorités ne posséderaient pas au Cameroun. Voilà. Ça veut dire que peut-être eux-mêmes peuvent être en combinaison avec les séparatistes sur le terrain. Parce qu'ils ne peuvent pas faire des affirmations comme ça qui ne sont pas soutenues par des preuves aussi patentes. Voilà. Maintenant, pour entrer, il faut quand même dire que ce n'est pas une nouveauté, hein, parce que quand on suit quand même la logique des choses, bien avant l'élection présidentielle de 2018, Henri Ballerin, qui est l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, avait à la sortie d'une audience avec le président de la République, avait indiqué qu'il est quand même temps pour le président de la République de prendre sa retraite. Il annonçait véritablement là, les couleurs d'une nouvelle page, peut-être d'une relation qui sera dans les futurs un peu ambiguë. Et puis l'élection est passée, le président de la République a été véritablement réélu, selon que bon, il a été réélu. On peut véritablement le dire ainsi. Il y a eu la visite de Thibault Nagui au Cameroun. À la sortie d'une audience, le président de la République il a estimé que le président de la République était un grand sage. Voilà. Et quelques jours après, il nous dit véritablement que les sécessionnistes veulent une véritable séparation. C'est un peu véritablement, c'est très ambigu. Voilà. Il faut, pour tenter de comprendre la position américaine ici, il faut peut-être voir que les enjeux sont ailleurs. Voilà, je n'ai pas surfé sur ce pan des enjeux qui sont ailleurs. Mais moi, il me semble véritablement qu'il y a un peu comme un acharnement. Parce que si on suit un peu la logique du ministre camerounais de la communication porte-parole du gouvernement, qui lundi dernier était devant les médias nationaux et internationaux du côté de Yaoundé, il indiquait que la volonté d'enlever le Cameroun de l'AGOA d'ici 2020 est motivée par le fait que le Cameroun ne respecte pas les droits de l'homme. Et c'est notamment dans le cas de la crise anglophone. Voilà. Le ministre signalait aussi qu'il n'y a aucun pays au monde. Et il prenait pour exemple notamment les États-Unis, que quand ils sont en guerre, ils respectent entre guillemets les États-Unis eux-mêmes sont très loin d'être voilà ce qu'on appelle maintenant les droits de l'homme. Donc dans le fond, il ne doit pas être un État qui doit donner les leçons véritablement aux autres États pour aller dans ce sens-là. Quand on demande qu'il faut accélérer le transfert, moi je comprends du pas pouvoir, du pouvoir, je comprends pas ce qu'on met dans il faut accélérer du pouvoir. Voilà, parce qu'actuellement, si on suit la nomenclature pour aller dans le sens de la Constitution, le Cameroun est un État décentralisé actuellement, et à l'aube, à la sortie de ce qu'on peut appeler le grand dialogue national du côté de Yaoundé, on a quand même dit qu'on devait accélérer ce processus de la décentralisation qui depuis 1996 piétine. Voilà. Maintenant, hier, j'ai suivi au poste national que le président de la République a signé un décret où il indiquait clairement qu'on recrute 500 traducteurs. Exactement. Voilà, c'est l'une des premières résolutions. Pour accélérer justement les résolutions au terme du grand dialogue. C'est l'une des premières résolutions de ce qu'on peut appeler ce grand dialogue national. Maintenant, à la sortie aussi de ce grand dialogue, il avait été adopté ce qu'on a appelé un statut spécial pour les deux régions anglophones, voilà, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Maintenant, on ne sait pas ce qu'on met dans le statut spécial. L'agenda ici est défini par le président de la République, le Parlement camerounais actuellement en session de novembre. Cette question qu'on évoque ici n'est pas à la table ni des députés ni des sénateurs, ce qui est un problème, mais ça reste encore un problème interne. C'est un peu aux États-Unis de dire au Cameroun qu'il faille accélérer. Le président de la République sait aussi véritablement que même s'il a convoqué le corps électoral pour le 9 février prochain, le contexte sécuritaire n'est pas favorable, notamment dans ces deux régions du pays. Merci à vous. Amon Diallo, on vous retrouve dans quelques instants, docteur Edimo, lorsque Washington demande aujourd'hui au Cameroun d'accélérer donc le processus de transfert de pouvoir que pourrait donc y voir au travers de cette espèce d'exigence de Washington à nouveau. Et surtout,
de mitiger le succès, parce que Thibault Annaï l'a dit, le succès mitigé du grand dialogue national. Est-ce aujourd'hui à dire que Washington ne reconnaît pas du tout ce qui s'est passé au Palais des Congrès de Yaoundé entre le 31 septembre et le 4 octobre dernier et demande aujourd'hui la tenue, je cite bien, d'un vrai dialogue? Oui, ben écoutez, ça se lit très facilement. Nous constatons depuis quelque temps une décomposition des rapports de force traditionnels et l'un des points d'entrée d'une transformation structurelle au niveau de l'Afrique, c'est certainement le Cameroun, qui est innervé par 4 corridors de transit, qui est le point de jonction naturel entre 3 zones dynamiques du continent, notamment l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique sahélienne, qui est située à l'intime proximité de 3 grandes populations ou zones peuplées de l'Afrique, notamment le Nigeria, la RDC et demain le Niger. Nous lisons clairement également que quelque part, il y a de nouvelles zones d'influence qui se développent un peu partout et que le Cameroun est l'une de ces portes qui a ouvert, l'un de ces pays qui a ouvert grandement ses portes à ces influences ou à ces nouvelles forces qui viennent de partout, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine et tout le reste. Bon, on comprend très bien du point de vue géopolitique les soucis, pas seulement des États-Unis, en fait, les soucis de l'Occident. Oui. L'Occident qui est en train de perdre le terrain de manière irréversible. Et voilà, et d'une part, d'autre part, il y a quand même une zone de libre-échange qui sera le plus grand espace économique du monde. Déjà, aujourd'hui, en termes de population, c'est le plus intéressant et qui va peser le quart de la population mondiale dans 30 ans, avec un portefeuille collectif quand même de près de 3 trillions de dollars, extensible à 6 trillions d'ici 2030. Donc vous voyez qu'il s'agit quand même de quelque chose d'assez sérieux, un espace peuplé essentiellement de populations jeunes, et où on note déjà l'éclosion des classes moyennes et on voit naturellement des sociétés de grande distribution, qu'on les appelle Carrefour ou qui que ce soit, qui avancent à grands pas dans cet espace. Donc il s'agit de contrôler un espace qui est certainement le plus grand espace économique du monde d'ici quelques décennies. Et chacun essaye de faire comme il peut pour y ancrer. Vous avez suivi ce qui s'est passé du côté de Sochi. Il y a un mois, il y a eu beaucoup de ce genre de rencontres ailleurs. Naturellement, si l'hyperpuissance américaine pense que c'est par ce chemin qu'elle doit passer pour arracher ses marrons du feu, bon, je trouve que c'est regrettable. Aujourd'hui, le Cameroun fait face à une crise, à des crises internes qui tendent d'ailleurs à réduire suffisamment son taux de croissance. Et il faut le dire, c'est vraiment une performance de réaliser 4,2% de croissance alors qu'on est sur 3 fronts. Un front anglophone, un front au nord et un autre foyer qui s'ouvre du côté centrafricain. C'est une grosse performance et une hyperpuissance de la taille et de la classe des États-Unis devrait, à mon avis, être du côté de ceux qui disent, ben, écoutez, allons vers la pacification, allons vers l'apaisement, allons vers le retour à la paix et à la sécurité. Je n'ai pas l'impression que c'est le jeu que joue M. Trump, mais il pourra en souffrir d'un moment à l'autre parce que tous ceux qui s'opposent au Cameroun ont des problèmes sérieux par la suite. Monsieur Sarkozy pourrait le lui dire, Monsieur Hollande pourrait le lui dire, Trump n'est pas totalement épargné de ce genre de malheur, qu'il l'entende très bien.
Merci. Merci à vous, docteur Edimo. Monsieur Armand Diallo, le docteur, lui, il a plutôt surfé sur la question des enjeux que vous n'avez pas voulu peut-être évoquer en entame de votre première analyse. On va également noter sur ce grand dialogue qui s'est tenu et que les États-Unis ne reconnaissent pas aujourd'hui, demandent la tenue d'un vrai dialogue national. Ça a été la position également à un moment donné de l'Union européenne lors d'une séance plénière à Bruxelles. Au sorti de celle-là, on appelait également le Cameroun à tenir un nouveau dialogue national et cette fois-ci un vrai dialogue, tout comme les États-Unis. Une sortie américaine et européenne qui rejoint parfois celle de certains partis politiques de l'opposition au Cameroun, notamment le mouvement pour la renaissance du Cameroun que nous allons citer, même s'ils ne sont pas sur ce plateau, qui également épouse cette même position pour la tenue d'un nouveau dialogue. Quand on écoute à la fois les personnalités de la scène politique camerounaise et des instances internationales, et puis Washington, revenir sur cette question du dialogue, celle de revenir et organiser un autre dialogue au Cameroun, est-ce à entendre en réalité que la non-participation des leaders séparatistes pourrait fausser ce dialogue qui s'est passé du côté de Yaoundé. Ce que Washington ne nous dit pas en réalité, c'est que libérer les leaders, faites le dialogue avec eux et là on pourra prendre en compte ce dialogue. Mais ce n'est pas Washington qui valide un dialogue entre Camerounais et Camerounais, voilà, parce que ce n'est pas... Le Cameroun subit actuellement une crise qui est interne. Donc c'est aux Camerounais de voir s'il peut y avoir une médiation au niveau international ou au niveau interne, eux-mêmes peuvent chercher à résoudre véritablement cette crise-là. Quand on demande un vrai dialogue, est-ce que celui de Yaoundé était un faux dialogue? Voilà. Si c'était faux, véritablement, dans quel sens? Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, que vous citiez tout à l'heure, a aussi donné certaines propositions pour ce dialogue national. Ils ont remis des éléments au Premier ministre. Voilà. Et il me semble quand même que après ce dialogue, certains militants, même si on déplore encore que d'autres militants du MRC soient encore gardés dans des prisons camerounaises, jusqu'ici, certains militants sont véritablement dehors. Ils vont même participer aussi allègrement en 2020 aux consultations locales, c'est-à-dire pour les municipales et législatives dont le président de la République a convoqué pour le 9 février de cette année-là. Maintenant, moi, ce qui me perturbe un peu, voilà, parce que jusqu'ici, il y a eu, on peut dire, quelques sécessionnistes qui ont déposé des armes, qui ont participé au dialogue du côté de Yaoundé. Voilà. Le président de la République avait signalé dans son discours que même si Sissoko Ayou et compagnie sont condamnés pour ce qu'on avait appelé à la prison à vie, il reste quand même qu'il y a ce qu'on appelle le droit de grâce. Ça veut dire que si on va dans une logique maintenant d'apaisement et que la paix revienne peut-être dans ces deux régions du pays, le président de la République peut décider, par exemple, de gracier la quasi-totalité de la panoplie de ces prisonniers-là qui ont été arrêtés dans le cadre de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Moi, ce que je déplore, d'abord, c'est véritablement au niveau interne, parce que de temps en temps, il ne s'agit pas simplement de dire que non, que l'Afrique est riche et que le Cameroun est également riche, et que nous-mêmes, des fois, on aime se faire taper véritablement dessus. Depuis qu'on a fini le dialogue, le grand dialogue national, on parle déjà à quelque chose comme... on tend déjà un mois, beaucoup de semaines véritablement par là. Il y a une session parlementaire qui est en cours. Députés, que ce soit de l'opposition ou de la majorité présidentielle, personne véritablement, parce qu'on dit on indique qu'on est député de la nation, personne véritablement ne porte cette question-là à cœur. On convoque le corps électoral. Dans quel contexte de sécurité les gens vont donc participer à ces élections dans le nord-ouest et le sud-ouest? Les images et les informations qui reviennent quand même, que ce soit du nord ou du sud-ouest, ne sont pas très bonnes. Au quotidien, les forces de l'ordre sont tuées, les civils sont kidnappés, ils sont enterrés vivants. Cela doit quand même attirer l'attention du président de la République. Il faut trouver d'autres mesures pour véritablement résoudre cette crise qui perdure depuis près de 3 ans maintenant, parce qu'il faut signaler que c'est en 2016 que cette crise a débuté au départ. C'était une marche pacifique qui s'est véritablement muée à une guerre. Mais
Il y a des groupes rebelles ici qui sont dans les prisons. On connaît qui est à la tête de ces groupes rebelles. Le gouvernement du Cameroun, peut-être, si l'option militaire ne marche pas, attend quoi pour lancer l'assaut ou alors pour tenter de négocier. Actuellement, qu'on parle, l'archevêque émérite de Douala, le cardinal Christian Toumi, est du côté de Bamenda. Il a commencé, c'est une série qui va aussi le conduire du côté du sud-ouest. En tout cas, dans tous les deux zones, il est en train d'échanger avec les fils et les filles pour indiquer quand même que après le grand dialogue, on peut déposer les armes et passer véritablement à autre chose. Maintenant, Yaoundé doit aussi monter les garanties. Qu'est-ce qu'on met dans le statut particulier pour le nord-ouest et le sud-ouest? On attend quoi pour accélérer véritablement le processus de décentralisation? Il ne s'agit pas de signer un décret pour dire qu'on va recruter 500 traducteurs. Voilà, parce que on fait un peu trop de la gouvernance par le saupoudrage. C'est-à-dire que on sait quand même qu'il y a un problème, mais on fait l'effort de voir qu'il n'y a pas de problème. Quand les gens commencent à se plaindre, on trouve des petites solutions, on crée des commissions, ainsi de suite. Actuellement, même le président l'a appuyé en tête de dormir. Après le grand dialogue, il doit accélérer. Parce que cette guerre, parce qu'on parle là, les États-Unis profitent seulement pour davantage mater le Cameroun et tirer les sanctions, l'oppression, et épuiser les ressources du sous-sol. Parce que ça leur profite, il faut quand même dire que... Vous avez leur intérêt, tout à fait. Voilà, que ce genre de situation profite aux puissances étrangères. Vous parliez tout à l'heure également de l'Union européenne, qui aime le genre de situation comme ça, comme en République démocratique du Congo. Oui. Maintenant, c'est à l'État du Cameroun de voir qu'il est temps de prioriser. Pour moi, le président de la République pourrait me déclarer l'état d'urgence. On ne voit pas l'opportunité d'aller à une élection actuellement, quand ces deux régions ne sont pas véritablement sécurisées. Donc l'urgence est maintenant en interne. Après le grand dialogue, il faut donc passer à l'application des différentes résolutions. Mais pourquoi on applique ces grandes résolutions? Parce que le candidat Christian Toumi lui-même qui présidait une commission de désarmement, voilà, pour qu'on puisse appliquer ces grandes résolutions, il faut que les deux régions soient pacifiées. Voilà. Si les deux régions ne sont pas pacifiées, on sera toujours véritablement en guerre. Et puis il y a des grands enjeux, notamment la CAN qui arrive. Il me semble que le stade de Limbe est choisi pour abriter certains matchs de la rencontre, notamment même du CHAN, le CHAN qui est en 2020 qui va précéder la CAN. On va faire un tour du côté du Standard, accueillir les téléspectateurs au téléphone de ce matin. Vous réagissez, vous donnez votre point de vue, votre commentaire ou encore votre analyse sur ces deux sujets posés sur la table de nos échanges ce matin. Des sujets 100% camerounais. Tout d'abord, la récente sortie de Washington qui demande tout de suite l'accélération du transfert de pouvoir vers les zones dites anglophones au Cameroun, notamment donc le nord-ouest et le sud-ouest, une problématique de cette crise sociopolitique qui touche donc ces deux régions camerounaises depuis près de 3 ans, comme le disait notre invité. Et puis au bas de ce programme ce matin, on parlera de ce sommet extraordinaire de la CEMAC qui s'ouvrira demain vendredi au cœur de la capitale camerounaise à Yaoundé. On abordera donc les attentes de cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement qui aura lieu au Cameroun. Le chef d'État camerounais qui, bien sûr, présidera donc cette cérémonie d'ouverture et la grande rencontre. La télévision panafricaine Afrique Média, bien sûr, vous le savez, au cœur de cette la couverture médiatique de cette autre rencontre de la sous-région Afrique centrale, les attentes économiques, socio-culturelles dans le cadre des assises de la CEMAC. Les chefs d'État et de gouvernement sont attendus selon le programme qu'on vous déroulera tout à l'heure lorsqu'on ouvrira concrètement ce sujet avec nos invités ici sur ce plateau. Est-ce qu'on peut mettre le cap du côté du Standard, retrouver les appelants qui se positionnent? Madame Yao, la toute première appelante ce matin, nous retrouve depuis la Côte d'Ivoire. Madame Yao, bonjour. Bonjour Madame Simala. Bonjour à tous vos invités. Merci de me donner la parole. Vous savez, ces Occidentaux, c'est toujours les faux rapports. Les faux rapports. Ils sont assis chez eux là-bas. Avec quelques Camerounais là, ils sont là dans le noir en train de
toujours écrit des faux rapports. Ils n'ont pas honte, ces Occidentaux. Mais nous sommes fatigués. En Côte d'Ivoire, ici, c'est pareil. Ces ONG-là, on fait des faux rapports, écrit des faux rapports. Gbagbo tue. Gbagbo ne veut pas négocier, elle est rebelle. Gbagbo ne veut pas faire. Gbagbo a tué cette femme. Gbagbo a fait ceci. Gbagbo a toujours les faux rapports. Les faux rapports. Ils se sont tous déportés à la CPI avec les faux rapports. Il y a même eu des témoins blancs, soi-disant experts, qui sont venus témoigner sur la base de ces faux rapports, qui ont produit des t-shirts, finalement pour dire, ouais, c'est sang de bœuf qui est sur le t-shirt, que c'est pas sang humain. Ils n'ont pas honte. Ils continuent dans ça. Mais qui viennent nous dire d'abord les faux rapports qu'ils ont établis sur la Côte d'Ivoire, qui a fait que les Ivoiriens se sont massacrés, ou bien les mercenaires sont venus tuer les Ivoiriens. Et maintenant, à la CPI, il se trouve que tout a été un montage, c'est faux. Qui viennent d'abord nous expliquer pourquoi ils ont fait ces faux rapports. Ils laissent maintenant la Côte d'Ivoire, c'est sur le Cameroun. C'est sur le Cameroun maintenant, des faux rapports. Ils sont assis chez eux. Et ça, c'est avec la complicité des Camerounais. C'est avec la complicité des Camerounais, parce que comme Paul Biya est vieux, ils savent très bien que bientôt il y aura un changement au Cameroun. Ils ne veulent pas d'un nationaliste au pouvoir. Ils vont tout faire pour mettre le chaos dans le pays et puis installer un franc-maçon. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de Paul Biya est fatigué, il s'en va. Ils le savent très bien. Et les Camerounais maintenant là, c'est vrai, il y a longtemps ils sont des patriotes, mais aujourd'hui avec l'Afrique Média, les gens ont compris. Ils ne vont pas accepter un franc-maçon au pouvoir. C'est un nationaliste qui va venir après Paul Biya. Et comme les Occidentaux le savent très bien, les Américains, ils ne veulent pas de ça. Avec un groupuscule de Camerounais, ils sont assis dans l'obscurité en train de faire des faux rapports. Mais nous sommes fatigués de ces faux rapports. Ils nous emmerdent, ces Occidentaux-là. Ces Américains et ces Français-là nous emmerdent. Merci à vous, Madame Yaou. On va demander à nos téléspectateurs d'utiliser des termes respectueux, je vous en prie. On va accueillir Djamal qui nous appelle depuis la ville de Yaoundé au Cameroun. Djamal, bonjour. Bonjour aux techniciens, bonjour aux panélistes. Djamal, bonjour. Vous savez que les Occidentaux se rappellent peut-être de 500 ans ou plus de 100 ans où ils nous ont esclavagisés, où ils nous ont colonisés, et maintenant ils pourra continuer avec l'appui de nos frères noirs qui participent à ça. Mais aujourd'hui, je vous assure, la communication, c'est ce qui nous a réveillés, qui nous a éveillés. Grâce à Afrique Média, si Afrique Média n'existait pas, nous serions toujours cantonnés dans CNN, BBC, RFI, toutes ces radios génocidaires. C'est qu'aucun de nos Noirs n'a jamais appelé ces Occidentaux pour dire que fermez-nous BBC, fermez-nous RFI, fermez-nous France 24. Personne d'entre eux. Mais ils sont prêts à composer pour vouloir fermer la radio des Noirs. C'est-à-dire des Blancs appellent des Noirs pour les demander de fermer. C'est à nous d'être sages. C'est pour ça que ces Américains, lorsqu'ils sortent ce genre de communiqué, ça révèle en moi deux pensées qui ne sont pas fausses. La première pensée, c'est que ce sont nos frères noirs camerounais qui ont vendu le nord-ouest ou le sud-ouest à des Blancs. C'est les mêmes Blancs qui les ont donné les armes de venir déstabiliser nos frères noirs qui vivaient tranquillement au nord-ouest, au sud-ouest, aller les déstabiliser et grâce à l'armée camerounaise et à la coopération toujours de nos frères noirs qui sont au nord-ouest, sud-ouest, qui comprennent le mensonge où les propres frères les ont amenés. Alors, tous ces gens qui organisent ces désordres vivent aux États-Unis. Hein? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent plus que le passé, nous ne sommes plus dans le passé, nous vivons le présent, des transferts de gouvernement ou de gouvernance. Ça veut dire que quoi? Pour que ces mêmes gens demeurent, vendent complètement cela, et avec l'appui toujours d'un de leurs frères qui se permet de vouloir fermer Afrique Média. Ça veut dire que quoi? Si nous ne sommes pas sages et que ce n'est pas un nationaliste qui vient au pouvoir, si nous faisons l'erreur qu'une personne d'expression même anglaise vient au pouvoir au Cameroun, mais je vous assure qu'on vendra le Cameroun.
D'accord, merci. Merci à vous, Djamal. De tels propos pourraient davantage accentuer cette fissure pour ce qui est des considérations dites anglophones ou francophones qui ne comptent pas en réalité. On est tous des Camerounais, il faut tout simplement dire des ressortissants de telle ou telle autre région, sont toutefois parfois dans un contexte marqué par une telle fissure aujourd'hui. Employer des expressions telles qu'anglophones ou francophones ne nous aide pas en réalité, Djamal. Merci pour votre participation. Votre message est passé ce matin. On reste au téléphone. On accueille d'autres téléspectateurs en direct ce matin. Est-ce que nous avons quelqu'un qui se positionne en direct ? Allô, bonjour. Voilà, pour le moment, on n'a pas quelqu'un du côté du standard. On va tout de suite rapidement rappeler nos sujets sur lesquels nous débattons ce matin en compagnie de nos invités également. On parle de la sortie de Washington mardi dernier. Tibor Nagui, une nouvelle fois, qui a appelé le Cameroun à accélérer le processus de transfert de pouvoir vers les deux régions dites anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest. Le transfert de pouvoir vers les régions anglophones, a-t-il déclaré devant les parlementaires américains, en insistant sur le fait que les autorités camerounaises, quant à la gestion de cette crise sociopolitique qui frappe les deux régions camerounaises, ne sont pas en phase avec la réalité militaire sur le terrain. Les rapports qui seraient donnés au président camerounais Paul Biya seraient de faux rapports sur une espèce de fausse victoire militaire sur le théâtre des combats entre l'armée du Cameroun et l'armée indépendantiste, celle des séparatistes et sécessionnistes dans ces deux régions. Et puis tout à l'heure, en deuxième partie, on parlera du sommet extraordinaire de la CEMA qui s'ouvrira vendredi du côté de Yaoundé. On attend les chefs d'État de la sous-région à tabler notamment sur des questions économiques, mais également celles de la réforme qui pourrait également intervenir lors du prochain sommet de la CESC, les profondes réformes des institutions sous-régionales africaines. Et bien sûr, pour ce qui est de l'Afrique centrale, on en parlera tout à l'heure avec nos invités. Et puis vous, vos réactions sont toujours attendues au téléphone en direct. Vous le savez, l'émission est interactive. Voilà, peut-être avant de prendre la première revue de presse, on va prendre cette téléspectatrice au téléphone, Madame Pintex, qui nous retrouve en direct depuis les États-Unis. Madame Pintex, bonjour. Allô? Madame Pintex, allez-y, vous êtes déjà en direct. Bonjour, Linda et Madame Dimala. Je dis bonjour au panel. Bonjour au PDG d'Afrique Média, je l'embrasse. Je dis bonjour au président Banagani que j'adore. Vous savez, c'est après Biya. C'est après Biya qui se prépare comme ça. Voilà, malheureusement, quelques difficultés avec le son de Madame Pintex ce matin. Rappelez-vous, au Congo, au Zaïre, l'ancien ambassadeur du Zaïre avait dit à Mobutu Sese Seko que si vous ne quittez pas le pouvoir, nous allons faire traîner votre corps. Vous avez vu? Donc, ce que Yvonne Nagui est en train de dire, c'est la même chose. Ils sont comme ça. Moi, je voudrais que les Camerounais s'asseyent pour réfléchir. Et faites très attention à Youta B. Ayouta B, c'est un criminel. Faites très attention. Les gens n'ont pas encore lâché le Cameroun. C'est comme ça qu'ils ont fait pour assassiner Saddam Hussein. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Saddam Hussein? Ils ont menti sur Saddam Hussein. Et ils sont partis assassiner ce monsieur. C'est la même chose. Ils veulent assassiner le président Biya. Moi, je demande aux Camerounais, je demande au président Biya d'aller dire à Poutine ce que le président Touadéra a fait, de faire venir Poutine au Cameroun. Parce que c'est le pétrole, mes frères. C'est le pétrole, c'est tout ce qui se passe. Le diable
Jamais. Non. C'est à cause de ça. Vous ne pouvez pas vous lever et venir parler comme ça au président. Non. Je vous demande pardon. Il faudrait que le président n'y a pas cherché M. Poutine. Vous avez vu les Olivier là, non? Je pense que nous avons perdu Madame Pintex. On va réouvrir le standard dans quelques instants. Le temps donc d'accueillir la première revue de presse ce matin, la revue de presse africaine et internationale. Merci à toi Fabrice Sandoum pour toutes ces informations pour ce qui est de la revue de presse ce matin. La ligne rouge se poursuit avec nos deux sujets d'actualité posés sur la table du débat avec nos invités en compagnie de Rodolphe Armand Diallo, journaliste et analyste politique. En notre compagnie également, le docteur Edimo, économiste. Avant d'ouvrir le sujet sur le prochain sommet extraordinaire de la CEMAC à Yaoundé, on poursuit l'analyse avec ce sujet relatif donc à la sortie de Washington. Du côté de Washington, on ne partage pas non seulement l'enthousiasme de ce succès du grand dialogue national qui s'est achevé au mois d'octobre dernier, et surtout Washington demande aujourd'hui l'accélération du transfert de pouvoir dans les deux zones dites anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest. On tente donc de comprendre cette autre sortie de Washington au lendemain d'une sortie qui manifestait la volonté du président américain Donald Trump à sortir le Cameroun des accords économiques de l'AGOA à présent. Les autorités de Washington appellent à un transfert de pouvoir vers les zones dites anglophones au Cameroun. C'est la sortie de Tibor Nagy devant les parlementaires américains qui faisait donc une grande déclaration sur cette crise sociopolitique et cette situation sécuritaire du côté du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et évoquait notamment le fait que les autorités camerounaises continuent à apprivoiser ou à maintenir une espèce de mauvaise information autour de la gestion militaire de ce qui se passe dans ces deux régions, en proie aujourd'hui à la crise séparatiste et sécessionniste, et que le président camerounais Paul Biya n'aurait pas les bonnes informations. Les autorités voudraient lui faire croire à une prétendue victoire militaire sur le terrain des combats, ce qui semble évidemment ne pas être une réalité. Voilà ce que pense Tibor Nagy. Je vous retrouve Armand Diallo en rappelant qu'on va retrouver le docteur Edimo davantage sur le second sujet ce matin. À côté des exigences de Washington sur ce transfert de pouvoir, vous le mentionnez tout à l'heure, reste à savoir ce que Washington met dans le transfert de pouvoir très exactement. Il y a quand même les déclarations graves de Tibor Nagy qui pense qu'une bonne partie des populations du nord-ouest et du sud-ouest seraient favorables pour les élans séparatistes et sécessionnistes et que pour ces populations-là, la séparation ou la sécession serait une bonne solution. C'est quand même des propos assez graves aujourd'hui. Oui, d'abord, il ne donne pas les éléments qui accompagnent cela. Parce que cela reste véritablement une simple déclaration. Avant de toucher quand même le sujet, il y a d'autres auditeurs des spectateurs de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Oui, Jamal. Voilà, qui estimait tout à l'heure que s'il y a un Camerounais peut-être qui parle anglais, qui arrive à la tête de l'État du Cameroun, le pays ne se portait pas mieux. Il a même estimé que nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont vendu le Cameroun. Voilà. Je ne pense pas qu'il faille peut-être véritablement aller dans ce sens-là. C'est ce que je précisais tout à l'heure. Oui. Voilà, il n'y a pas ce qu'on peut dire, il n'y a pas des gens qui sont spécifiques pour véritablement diriger un pays. Il n'y a pas des ressortissants d'une région ou d'une autre que non, c'est seulement qui estiment que c'est seulement eux qui peuvent diriger un pays. Tout le monde peut diriger véritablement une nation, étant donné qu'il se dit au Cameroun, pour aller dans le sens de la Constitution, que pour être candidat à une élection présidentielle, il faut être Camerounais d'origine, savoir lire écrire le français ou l'anglais, avoir 35 ans évolué dans les élections. Je me limite simplement à cela. Ça veut dire que si on l'a dit ainsi, ça veut dire que tout Camerounais, qu'il soit du nord, du sud, de l'est ou à l'ouest, peut candidater. Voilà, au poste de président de la République. Maintenant, est-ce que nos frères ont vendu? La réponse est non. Voilà.
Pourquoi est-ce que la crise a pris une proportion inquiétante dans le nord-ouest et le sud-ouest? Voilà. C'est un peu comme dans le cas de Boko Haram. Vous avez vu qu'on a enrôlé les gens au nord. Des gens qui ne fréquentaient pas, qui au quotidien n'avaient rien. Et puis on vient les miroiter que si, par exemple, vous affichez une bombe sur vous allez avoir 1 million, ainsi de suite. Et puis, comme ils sont désœuvrés, ils s'y mettent. La faute à qui? La faute à l'État central qui, à un moment donné, a concentré tout du côté de la capitale, a oublié que dans ces zones assez reculées-là, il y a des gens qui souffrent véritablement là-bas. Donc, si on a enrôlé les gens dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est parce que c'est des gens qui, au quotidien, n'avaient rien véritablement, n'avaient rien à faire. Dans une société où les jeunes sont plus au niveau au Paris, n'importe qui rêve de sortie véritablement par la mer. Donc je crois que la faute là-bas, ça revient au niveau de l'État central et sont des choses qu'il faut davantage corriger, notamment avec cette accélération de la décentralisation, pour faire en sorte qu'au niveau local, il y ait des opportunités qui occupent les jeunes quotidiennement pour qu'ils ne puissent pas se déverser dans les autres pôles du pays et que ça crée un engorgement. Et il faut davantage encourager les jeunes à faire de l'agriculture parce que le Cameroun reste encore un pays véritablement vert aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un pays agricole. La terre est fertile. Il nous manque quoi véritablement? Il faut donc encourager certains jeunes à aller vers ce secteur agricole-là qui, somme toute, peut nourrir l'Afrique centrale. Tout à l'heure, on va véritablement parler de la CEMAC. Maintenant, pour revenir à la sortie de Thibon Nagui, qui estime que, il ne nous dit pas si c'est selon un sondage, hein, voilà, parce qu'il dit quand même que... C'est un sondage effectué sur le terrain. Voilà, que la quasi-totalité de la panoplie de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest estiment qu'ils veulent maintenant automatiquement la sécession. Sur quelle base donc? La seule chose qu'on voit ici, c'est qu'il y a des séparatistes armés qui maintiennent, ils sont avec les armes. Parce que je disais dernièrement sur ce plateau que quand quelqu'un te met l'arme, il t'impose, en ce moment-là, il n'est pas un leader. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre des idées. C'est au niveau de la guerre des idées que chacun vient exprimer ses opinions. Et puis, si ton idéologie est bonne, quelqu'un essaie un peu d'adhérer véritablement à ton idéologie. Ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est qu'il y a des groupes séparatistes, ils sont des groupes séparatistes divers, qui prennent en otage la population que l'armée camerounaise tente tant bien que mal de leur maîtriser. Donc, jusqu'ici, il n'y a aucun sondage qui montre que ces populations-là veulent la sécession. Mais il y a une partie des séparatistes qui sont armés, qui pensent que la sécession aussi, c'est une solution véritablement à ce problème qu'on appelle le problème anglophone. Un problème qui n'est pas anglophone, parce que quand on parle d'anglophone aussi, ça a trait à la langue. Même si au départ, le vrai problème, c'est la traduction d'un test OHADA en anglais et en français. Voilà. Quelqu'un ne peut pas me dire que depuis 37 ans qu'il a Yaoundé, il n'a pas su qu'il n'y avait pas les traducteurs dans les administrations. Voilà, pour faire cela. Donc, ça veut dire que c'est une faille. Donc, c'est de l'inertie, comme lui-même il est décrit véritablement. Or, quand il signe un test, il dit que sera lu au journal officiel en anglais ou en français. Vous avez vu qu'avec cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, le 17h, qui, somme toute, est le journal le plus suivi du poste national de la CRTV au Cameroun, est devenu bilingue. Tous les tests du président de la République maintenant est lu en anglais, en français, avec un signe particulier que c'est parfois le journaliste francophone qui lit en anglais et le journaliste anglophone lit en français. Voilà, ce sont toutes des avancées, mais ce sont encore des langues venues d'ailleurs. Encore faudrait-il qu'on trouve dans la marmaille des langues au Cameroun une langue hybride qui peut être une langue nationale camerounaise et que le français et l'anglais peuvent être pour nous langue d'exportation pour que les Camerounais puissent un peu avoir une place véritablement dans le monde. Donc jusqu'ici, pour sortir, oui. Il n'y a aucune logique palpable de Thibon Nagui. Il est simplement, comme on dit au quartier, dans une logique de chantage. Merci. Voilà, c'est un grand chantage. Merci encore Armand Diallo pour cette autre analyse. Docteur Edimo, vous nous présentiez les risques ce matin. Quels sont véritablement les dangers et les risques d'une telle position américaine sur la situation sécuritaire au Cameroun, que vous avez d'ailleurs très bien présenté tout à l'heure, avec de telles sorties qui ne cessent
le risque en réalité, c'est quoi? C'est soit d'aggraver la crise que vit le Cameroun, soit à un moment donné, vous avez dit aujourd'hui qu'il fallait peut-être que Donald Trump se réfère un tout petit peu à Sarkozy ou encore à Hollande, des répercussions qui ne pourraient pas aider à la fois les États-Unis et le Cameroun dans une telle situation. Absolument, ça n'aide personne, mais je crois que c'est une démarche très logique. Comme le disait mon co-panéliste, il y a près d'un an, ça a été annoncé par l'ambassadeur américain que voilà, il faudrait que en fait M. Biya se retire, qu'il parte en retraite. Je crois que c'est toujours sur le même bouton qu'on est en train de presser. Il faut quitter. Et les États-Unis ont fait un choix. Moi, j'aime bien le dire. Les États-Unis ont fait un choix. L'Occident a fait un choix. À mon avis, il y a une bonne complicité ou une bonne entente entre les États-Unis et ceux qui sont présentés d'une manière ou d'une autre comme président élu au Cameroun. Je pense qu'en fait, il y a un choix, le choix des États-Unis, c'est le MRC, le choix des États-Unis, c'est une coalition MRC, Ayub Tabé. Bon, dans quel but? Certainement pour déstabiliser cette nation. Dans quel but? Pour empêcher que, en fait, l'élan nationaliste, l'élan panafricain, qui quand même part du Cameroun, parce que tout ce qu'on voit comme transformation aujourd'hui, que ce soit au niveau de la problématique de la monnaie, ou à d'autres niveaux, les crises qui se passent partout, on voit que tout organisé autour de la CEMAC, notamment autour du Cameroun, de la Guinée équatoriale, sous-tendu par votre organe de presse qui est Afrique Média, qui représente quand même quelque chose d'assez important dans la transformation que nous vivons aujourd'hui au continent. Et vous pouvez être sûr, on s'attend à ce qu'il y ait une transformation, un changement au plus haut niveau de l'État afin qu'il y ait ceci, il y ait cela. Bon, je vais revenir, si vous voulez, très rapidement sur ce qu'on appelle aujourd'hui le mandat spécial, ou comment vous l'avez appelé? Le statut spécial. Bon, c'est quand même des questions assez importantes qui démontrent de la volonté des pouvoirs publics de trouver une solution à un problème qui est très profond, comme le disait le co-panéliste, et qui tient en fait au fait que certaines parties du pays ont été d'une manière ou d'une autre pas nécessairement négligé, mais on n'a pas accéléré un processus qui aurait dû être mis en place depuis très longtemps, le processus de décentralisation, et on utilise cette faiblesse pour dire ceci et cela. Mais en gros, moi je continue à dire que d'une manière générale, le Cameroun est en train d'aller dans une bonne direction. On ne peut pas donner un statut spécial à deux régions en l'espace d'un mois. Ça réclame des enquêtes, ça réclame beaucoup d'autres choses. À mon avis, ce travail est en train d'être fait. Mon co-panéliste a parlé de la tournée du cardinal Christian Toumi. Ça, c'est juste une opération. Il y a beaucoup de gens qui, dans l'ombre, travaillent, ramènent les informations, parce qu'en fait, avant de pondre un statut spécial, il y a un travail de fond. Il faut s'assurer que au moins 60, 70, 80% des personnes vivant dans ces localités seront quand même d'accord avec ces dispositions prises. Donc ça ne se passe pas en un mois, ça ne se passe pas en 2 mois. Entre-temps, on peut lâcher quelques solutions pour dire, voilà, nous sommes au travail, comme on a parlé du recrutement de 500
traducteur. Bon, ça va dans cette logique, bon, comme pour dire, voilà, nous pensons à ce problème, mais nous y travaillons encore. Et l'Assemblée ne peut statuer que sur la base de quelque chose qui a été préparé par des populations elles-mêmes en accord avec le gouvernement, en accord avec les forces vives, en accord avec les leaders d'opinion, etc. Donc c'est tout un travail qui est en train d'être fait, même si on ne le dit pas. Donc, on sait cependant que dans l'année qui suit, pour le budget qui arrive en décembre, l'Assemblée, la rencontre au niveau de l'Assemblée de décembre, c'est ça qui sera le plus déterminant avec est-ce qu'on instruit cela dans le budget complètement. Je crois que il faut donner un peu plus de temps. On va prendre ce téléspectateur qui nous retrouve en direct depuis la Côte d'Ivoire. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour à tous les Camerounais. Donc, comme je disais, j'appelle de la Côte d'Ivoire ce matin pour réagir par rapport aux propos des Américains concernant la crise anglophone au Cameroun. Je crois que c'est la première fois que je vais intervenir sur ce sujet en disant que cette crise est quand même une crise assez profonde. Parce que ça fait 60 ans presque 60 ans que le Cameroun est indépendant. Et elle vivait en parfaite harmonie avec les anglophones. Et si vous voyez que maintenant les anglophones demandent une sécession, c'est qu'il y a une crise profonde. C'est qu'il y a un problème qui est profond. Ils ne se sentent plus, je pense que ces gens-là ne se sentent plus bien avec le Cameroun. Raison pour laquelle ils demandent la sécession. J'aimerais faire un peu un amalgame avec la Gambie et le Sénégal dans le temps. Il est arrivé un moment où les Gambiens se sentaient plus bien avec le Sénégal, ils ont demandé leur indépendance, une sécession pure et simple. Nos frères sénégalais n'avaient plus donc le choix pour accepter de donner l'indépendance à la Gambie pour avoir la paix. Moi, je pense que c'est dur, c'est pas facile, mais je pense que les Camerounais doivent réagir de la même, de la sorte, s'ils veulent avoir la paix. Parce qu'il y a déjà, je crois, des milliers de morts, il y a des disparus, il y a des déplacés, tout ça là. Donc, pour moi, je pense que la seule solution, c'est de donner l'indépendance à ces anglophones, voilà, pour qu'ils se prennent en charge eux-mêmes, parce qu'il y a une crise identitaire, c'est-à-dire au niveau des langues. Au niveau des langues. Et il y a encore d'autres, ils posent d'autres problèmes sur la table. Merci à vous, Monsieur Cissé, pour cette participation. On va accueillir notre téléspectateur, Monsieur Obet, depuis la ville de Yaoundé au Cameroun. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour. Oui, je veux contribuer par rapport au sujet. Quand j'entends les panélistes parler, ça m'étonne un peu. Je veux seulement un peu leur envoyer, si je peux m'exprimer. Voilà, malheureusement, nous venons de perdre M. Obet depuis Yaoundé. Peut-être allez-vous revenir avant la fin de cette émission ce matin pour poser votre question. On va prendre le dernier pour cette haute série. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour, madame. C'est Révélation, j'appelle depuis Yaoundé.
je demande que ce que les Américains ont parlé par rapport à la crise anglophone, que mes frères et mes soeurs qui sont dans le Southern Cameroun suivi leur sort. Je crois que c'est la bienvenue parce qu'on a donné 3 ans à Paul Biya et son gouvernement de régler ce problème. Ils sont incapables de le faire. Mais le milieu, plus de 3000 personnes ont perdu leur vie. Et à l'heure que je vous parle, les gens continuent de mourir. Il est inadmissible que les gens continuent de mourir. On parle de cesser le feu. Ils sont incapables ce n'est que nous arrêter la guerre. Mais de quel paix qu'on nous parle? On parle de dialogue, on a fait le dialogue. On nous parle d'un statut spécial. Un enveloppe qu'on ne connaît même pas ce qu'il y a dedans. Comment nos frères et nos sœurs vont poser les armes? Pourtant, ils ne connaissent pas ce que les enveloppes contiennent. Tout ce qu'on demande au régime de Yaoundé, s'il peut nous permettre d'élu nos gouverneurs et nos sous-préfets et nos préfets, ça va empêcher, on va arrêter la guerre. Tout ce qu'on leur demande, c'est qu'il nous permet aussi de profiter de la richesse de le sous-sol qui se retrouve dans le Southern Cameroun. Pas qu'on prend le pétrole, on sonnera des lignes et on vient payer l'impôt à Douala. Ça veut dire que ceux qui vivent à Limbe, que ça sort sur leur sol, ils ne sont pas les humains. On a trop souffert entre le manque de ce régime. Donc, ou bien c'est parce qu'on est 20%, qu'ils sont 80%, qu'ils veulent nous imposer selon leur rythme. Nous disons non. Que ces guerres, Paul Biya, il connaît bien le problème des anglophones et Paul Biya peut régler le problème des anglophones. C'est à cause de l'intérêt égoïste et l'intérêt personnel de ce régime avec ces gens, les Atalangi, tous qui sont là pour être un obstacle pour la paix. Mais à la télé, eux prêchent la paix, mais derrière, c'est eux encore qui partent armés. C'est ce qui se dit, les Ambaboués qui sont que les criminels qui pillent. Donc, ils ne sont pas là pour la paix. Nous supplions Paul Biya que pour l'amour de Dieu, on a beaucoup perdu nos frères et nos sœurs. Nous avons besoin de la paix. Et nos enfants ne partent pas à l'école. Nos frères et sœurs, ils vont devenir quoi dans l'avenir? Quel genre d'avenir pour les enfants sans l'éducation à nos jours-ci? Nous le supplions, ça fait 10 ans. Pour l'amour de Dieu, il doit quand même avoir pitié de la population qui vivent vers le côté là. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Sans la paix, il n'y aura plus le développement. Regardez comment l'économie du Cameroun est à terre à cause de cette crise. Mais ça continue, on ne connaît pas quand ça va s'arrêter. On pensait qu'après le dialogue, les crises anglophones devaient s'arrêter. Mais après le dialogue, plutôt, le crise a pris encore une autre dimension. Donc, que le régime est dépressé. Si 37 ans, c'était pour finir que dans le sang des anglophones, nous leur disons que non, ça ne peut plus continuer comme ça. Si 37 ans, c'était... Voilà, merci à vous, monsieur, pour cette participation. C'est appelant qui nous retrouvait depuis la région du Nord-Ouest au Cameroun et qu'on a malheureusement perdu. Monsieur Barak qui nous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Monsieur Barak, bonjour. Madame Victoire. Bonjour à ces panels. Permettez-moi de saluer tous ces peuples africains qui marchent pour la démocratie dans nos pays et remercier les anciens chefs d'État qui ont accepté de passer la main à leurs homologues et saluer en même temps les PDG d'Afrique Média. Le Camerounais ne peut pas imaginer à quel point ils ont la chance d'avoir deux langues différentes. Plus de 300 ethnies. Vraiment, ça, c'est une grâce de Dieu. Les Camerounais doivent tout faire pour protéger leur patrimoine. Et je vois que M. Edimo semble ignorer cette injonction des États-Unis. Et ce n'est pas seulement que les États-Unis qui demandent ça. Même le société civile camerounais, toutes les opposants ont demandé à ce qu'il y ait un dialogue franc entre les frères anglophones et les Camerounais. Mais je ne sais pas pourquoi encore les Camerounais encore veulent protéger ce pouvoir. Ce pouvoir ne peut rien faire encore. Donc vraiment, il faudra que les gens viennent à la raison. Dites la vérité au chef de l'État. On ne peut pas accepter de diviser encore un autre parti du continent africain. Les anglophones veulent seulement leur autonomie.
il y a beaucoup de choses où le président peut faire pour que la paix vienne au Cameroun. Et s'il s'entête, vraiment, il va se casser la figure. Moi, je reste seulement à lui conseiller vraiment de prêter beaucoup oreilles attentives. Parce que ça va finir comme ça. Et par finir même, c'est ses propres militaires qui vont les mettre aux arrêts. Le fait de ne pas toujours mourir à la guerre, ils vont les mettre hors d'état de nuit. Donc moi, je lui demande encore de revenir encore toujours à la raison, d'écouter tous ces gens qui louent et qui lui conseillent. Pas grand-chose à dire, mais mettez Idimo, vous avez le droit vraiment de conseiller pour faire un dialogue constructif au lieu de venir ignorer cet problème. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Barak, pour cette participation. On accueille Madame Pintex qui nous retrouve. Madame Pintex, vous revenez? Voilà, malheureusement, Madame Pintex, vous revenez? Bonjour, rebonjour, autant pour moi. Dit que oui, c'est les Américains ont déjà choisi leur président. C'est-à-dire que tout ça là, tout ce qui se passe là, c'est après Biya qui se joue comme ça. Ils ont déjà choisi leur président, c'est Kanto. Mais ça me fait mal que c'est les Camerounais même qui sont à la base de tout ce qui se passe. Le MLC est à la base de tout ce qui se passe. Le sang qui coule au Cameroun, c'est le MLC. Il faut dire la vérité. Je suis très contente de ce que je vais entendre sur le plateau. Mais ne prenez pas ce que monsieur, comment on appelle, Ibo Nagui a dit là, vous dites que c'est du chantage. Prenez au sérieux, parce qu'on a vu l'ancien ambassadeur qui avait dit à Mobutu, que s'il ne tire pas le pouvoir, ils vont traîner son corps. Moi, ce que moi je vous conseille, allez-y, faites appel à Poutine. C'est Poutine qui peut les calmer. Parce qu'un pays souverain, vous venez pour dire ce que vous voulez. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut plus laisser ça traîner. Parce que ça fait mal. Il y a des Camerounais qui veulent que le sang coule au Cameroun. Les gens meurent. C'est les Camerounais. Vous voulez tellement le pouvoir. Vous avez déjà vendu même avant que vous ne soyez au pouvoir. C'est pas bien. Mais je préfère que les gens disent la vérité. Parce qu'il y a des opposants qui viennent sur le plateau, il ne faut que tirer seulement sur le président, bien. Mais il ne dit pas la vérité. Celui qui a côté de toi, il a essayé de faire couler le sang dans le pays. Il faut dénoncer. C'est pas possible. Hein? C'est après Biya qui se joue comme ça. En tout cas, moi, je veux que le président Biya fasse appel à Poutine et tout ça va se calmer. Parce que vous ne pouvez pas vous lever comme ça, venir dire, vous symbolez sur un territoire, vous avez des armes, vous avez les bateaux qui viennent dans le pays, il y a des armes, tout ça là, c'est pas contrôlé. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. C'est les Camerounais qui meurent. Et tous ceux qui ne comprennent pas, c'est Biya. C'est Maurice Kanto. Dites la vérité au peuple. Dites la vérité aux Camerounais. C'est Maurice Kanto. Parce qu'ils ont déjà choisi Maurice Kanto comme président. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Ça fait mal. On suit les Camerounais qui meurent. Moi, je demande au président Biya de faire appel à Poutine. Et que les gens respectent les Camerounais. Que les gens respectent le peuple camerounais. Comment ça fait mal? Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Afrique Média, merci. Je remercie le PDG, je l'embrasse. Président Balakani, I love you guys. Bye bye. Merci à vous, Madame Pintex, pour cette participation ce matin. On va réouvrir le standard dans quelques instants. Le temps donc pour nous d'accueillir la deuxième revue de presse ce matin. Elle est en langue anglaise. La revue de presse africaine et internationale en langue anglaise, c'est par la voix de Clarisse Widoven.